Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau webinaire alumni du MBA MCI. Vous savez, c'est un rendez-vous mensuel. Chaque mois, on retrouve un ou une alumni du MBA MCI qui en profite pour nous raconter son parcours, ce qu'il a fait avant, ses souvenirs de la formation et puis ensuite ce qu'il ou elle a fait après. Et aujourd'hui, c'est Sébastien Blériot qui se prête au jeu de ce webinaire. Salut Sébastien. Hello, salut Louis, ça va? Ouais, merci de prendre ce temps de partage avec nous. Donc, vous avez l'habitude peut-être de ces formats de webinaire. Vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions et qu'on peut poser donc en direct à Sébastien. Je sais que Sébastien se ferait un plaisir d'y répondre. Et donc, pour lancer ce webinaire, Sébastien, donc je rappelle que tu es un alumni du MBMCI, promo 2013. Et alors, en regardant un peu dans les annales, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que tu as quitté le MBA, j'ai vu que tu as eu la mention très bien. Alors, je me demandais si tu étais le major de ta promotion. Non, 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 il y avait des super profils. On y viendra juste après, mais il y a eu des super profils qui m'ont volé la vedette. Bon, en tout cas, c'est sûr que déjà, une mention très bien, c'est par définition très bien. Donc, je l'ai dit, promo 2013 du MBMCI. Est-ce que tu te souviens quand tu avais postulé et pourquoi? Qu'est-ce qui t'avait attiré à l'époque au MBA? Alors, je t'avoue que c'est un peu par hasard que je suis tombé sur le MBA MCI à l'époque. Moi, en fait, j'ai un parcours où j'ai fait un DUT Tech de Co, donc quelque chose de très généraliste. Puis ensuite, j'ai fait une école de commerce pas très renommée en alternance, qui était elle-même généraliste. Mhm. Mais mon expérience professionnelle, mon alternance, mon master, je l'ai fait chez rudicommerce.com parce que j'avais déjà envie de travailler dans le marketing et je me disais que le marketing digital, c'était plutôt le bon plan sur lequel il fallait aller. Et en fait, quand j'ai fini cette école de commerce, qui était donc une école de commerce généraliste, j'avais un diplôme de manager opérationnel de centre de profit. Tu vois, le truc un peu bateau qui veut tout et rien dire. Ouais, Là qui est où, commerce marketing, quoi. ouais, et encore que, c'était une école de management, j'avais, tu vois, j'ai des notions de compta, de contrôle de gestion, de commerce international, etc. Enfin, tu vois, c'était vraiment très, très généraliste. Et moi, en fait, avec ces 2 années passées chez Rue du Commerce, euh, j'ai euh, j'ai eu envie de mettre en adéquation cette expérience professionnelle du marketing digital et ce vers quoi je voulais me tourner avec mes diplômes. Tout simplement parce que mon école n'était pas connue, mon diplôme était généraliste et j'avais besoin d'avoir, entre guillemets, un diplôme un peu effet waouh qui, en plus, était spécialisé marketing digital. Et en fait, j'ai tapé dans notre cher ami Google le mot-clé meilleur diplôme marketing digital. Et puis, le classement est tombé. Et pour la Xème année consécutive, le MCI ressortait. Et du coup, j'ai commencé à fouiller un petit peu sur ce MBA et tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu entendre était ultra positif. Donc je me suis inscrit de mémoire sur une journée de découverte et après j'ai fini par postuler. Voilà. Alors, Sébastien, tu es déjà en train de me préparer les transitions puisque effectivement, avec toi, il va être beaucoup question de référencement. Voilà, je fais un peu de teasing pour la suite. Et donc, tu t'inscris au MBA et là, il y a un peu une forme de révélation parce que non seulement en fait tu es brillant, je l'ai dit en introduction, parce que tu termines avec une mention très bien. Alors ça t'était peut-être déjà arrivé précédemment dans ta scolarité, mais je veux dire, là tu ressors en fait non seulement côté MBA, donc l'ancien directeur Alexandre Stopnicki avec qui j'ai discuté me dit mais attends, mais en fait Sébastien il crevait l'écran. Et toi en plus tu te dis mais ça y est, c'est là-dedans que j'ai envie de bosser, quoi. J'ai envie d'en faire mon quotidien professionnel. Ouais. Ouais, ouais, exactement. En fait, je t'avoue, en fait, les deux mois, enfin les 2 ans que j'ai passé chez Rue du Commerce, pour moi, ont été une véritable découverte. À l'époque, Rue du Commerce, c'était un gros site e-commerce. Il visait le 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y avait encore Pixmania à l'époque qui était en concurrence directe. Il y avait Cdiscount qui existait déjà, mais qui n'était pas encore, enfin qui faisait déjà plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, chez Rue du Commerce, j'ai découvert un nouveau monde en fait. Mm. Comment fonctionne Google, parce qu'on l'utilise au quotidien, mais on ne sait pas comment ça marche. Comment est-ce qu'on peut, grâce
à des techniques marketing, amener l'utilisateur à faire ce qu'on aimerait qu'il fasse. Et du coup, l'amener à acheter les produits qui sont les plus intéressants pour nous d'un point de vue marge. Enfin, tu vois, en fait, j'ai découvert un nouveau monde où je me suis rendu compte de tout ce qui était possible de faire. Et, lors du MBA, et en fait, alors, si Alexandre te dit que j'étais brillant, c'est parce que j'avais déjà 2 années d'expérience en alternance. Hmm. Et à l'époque, rue du commerce et Cdiscount, etc., toutes les personnes qui sortaient d'école y allaient en ayant un salaire beaucoup plus faible que ce qu'ils pouvaient avoir en allant dans des structures un peu plus classiques, hein, dans des boîtes à brick and mortar comme les Darty et autres comme à l'époque. Et sauf qu'en fait, c'était des boîtes qui étaient ultra formatrices. On apprenait énormément de choses parce qu'il y avait des croissances de dingue avec des budgets de dingue. Et du coup, bah forcément, il y avait des millions d'actions à mettre en place et on te faisait assez rapidement confiance à partir du moment où tu prouvais que tu avais envie. Et donc, en fait, c'était la meilleure école potentielle. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé au MBA, j'avais déjà quelques notions, quelques compétences qui ont fait que mon parcours MBA a été plus simple. Oui, c'est ça. Alors, parce que Sébastien, tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises, mais tu as aussi un côté autodidacte. C'est-à-dire que quand tu arrives au MBA, il y avait déjà certaines choses que tu avais appris, bon, bien sûr, chez Rue du Commerce, mais aussi par toi-même. Parce que tu vois, tu le disais, mais le référencement, ok, Google, on sait pas trop comment ça fonctionne, mais tu avais déjà fait l'effort toi-même d'aller t'auto-former et d'aller chercher des compétences, on va dire, techniques et opérationnelles que tu as ensuite consolidées avec le MBA. C'est un peu ça. Et en fait, pour tout te dire, quand je suis arrivé chez Rue du Commerce, mon chef de l'époque, qui m'a suivi ensuite très longtemps et qui est devenu un très bon copain, m'a filé tout de suite des sites de blog et autres experts qui partageaient leur expertise. À l'époque, il y avait un blog tel que Capitaine Commerce ou il y avait le blog Info e-commerce. Mm. Il y avait des blogs plus spécialisés dans tout ce qui était SEO, Google Ads, etc. Enfin, tu vois, en fait, je m'étais fait une galaxie de blogs sur lesquels, en fait, je passais une grosse partie de mon temps à apprendre des choses. Et en fait, effectivement, sauf que ces blogueurs, ils partagent une grosse partie de leur expertise dans l'optique de démontrer qu'ils sont experts, mais souvent ils s'arrêtent au moment où ça devient vraiment pratico-pratique et en même temps là où ça devient encore plus croustillant. Et c'est Mm. vrai que le MBA MCI, justement, m'a permis d'aller compléter ces premières connaissances acquises en allant un peu plus loin. Et alors, en parlant d'un peu plus loin, donc juste après le MBA, en fait, tu vas donc chez Next Interactive Media, Ouais. donc qui est en fait la régie donc de BFM TV, de RMC, de 01 Net aussi, Micro Hebdo, était responsable e-commerce et trade marketing. Mais vraiment juste après le MBA, hein, c'est ça. Hein. Alors c'est pendant le MBA, parce qu'en fait, je fais mon master euh, enfin chez Rue du Commerce et donc en école de commerce. Et à la fin de cette aventure chez Rue du Commerce, j'ai mon chef de l'époque qui lui devient directeur trade marketing et e-commerce chez du coup BFM TV, 01net et RMC. Et en fait, nous on a hyper bien fité ensemble au niveau perso et en même temps, bah, il a très vite vu que j'avais envie d'apprendre, j'avais envie de mettre en place des choses et que bah, quand j'essayais de mettre en place des choses et ben ça marchait plutôt pas trop mal. Et donc en fait, quand lui il Vous avez bossait, reformé le tandem, c'est ça. ouais, en fait, lui il me dit, écoute Seb, on a un énorme challenge à faire chez BFM TV qui fait pas de e-commerce. Viens avec moi, je te mets responsable e-commerce. Je te donne un budget, et tu vas mettre en place des choses. Et l'objectif, c'est de développer des boutiques de vente en ligne en marque blanche sur BFM et en même temps continuer à optimiser la stratégie de e-commerce qui existait déjà sur 01net. Et ça, en fait, cette entrée chez BFM, donc le groupe Next Interactive, je la fais en même temps que le MBA. Et donc, j'étais salarié de BFM TV et je prenais 2 jours de congé par mois. Donc, les 2 jours que je cotisais, je les prenais pour aller faire les 2 jours de cours au sein du MBA. Donc, pendant 14 mois, j'ai quasi pas eu de vacances. Heureusement, à Ah ouais, l'époque, ouais. il y avait des RTT, ce qui m'a permis d'avoir quand même 10 jours de congé. Mais effectivement, c'était pendant cette expérience que j'étais chez BFM. Ouais. Bon, tu as vécu une vraie période d'accélération. Tu es resté donc chez BFM jusqu'en 2015, hein, donc Ouais, tu as fait pratiquement 3 ans. ouais. Et ensuite, tu es passé
côté agence. Ouais, Alors tu connaissais l'agence parce que tu travaillais forcément avec des agences, mais oui, tu connais plutôt le monde de l'annonceur et là tu passes côté agence. ouais. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Un départ à l'étranger. En fait, ma femme a eu l'opportunité de partir au Canada, au Québec. Et du coup, moi, j'ai fait un suivi de conjoint. Et en arrivant au Québec, eh ben, c'est une alumni du MCI qui elle-même était au Canada, mais pas au Québec, un peu dans la partie Ontario, à Toronto. Donc moi, je mets un petit post sur LinkedIn. Salut, j'arrive au Canada. Si vous avez des opportunités, n'hésitez pas. Et elle voit mon message et on se connaît ni d'elle ni dedans parce que c'est un profil plus ancien qui du coup me voit le message et me dit attends, j'ai peut-être un truc pour toi. Et du coup, elle contacte un de ses collègues, anciens collègues. Je sais même plus comment ils se connaissaient à l'époque. Et en fait, le gars me teste en me mettant en freelance. Donc, il me fait faire une ou deux missions en freelance. Et puis comme il voit que ça se passe bien et que la qualité est bonne, et ben derrière, il m'a embauché dans son agence. Bah, c'est génial. Comme quoi, enfin, on le répète beaucoup, hein, c'est vrai que la communauté MBMCI, c'est une communauté qui est soudée, qui est bienveillante. On a plus de 2500 diplômés depuis 1999. Hein, on fête nos 25 ans cette année. Mais en fait, ça Ouais. marche parce que c'est aussi comme ça. Tu vois, Sébastien, c'était un message LinkedIn Ouais, et finalement une mise en relation qui fait que bah, tu es arrivé en agence et tu as profité, bah, on va dire, d'un projet perso avec ta femme au Canada pour ensuite allier le pro. c'est ça, exactement. Après, vous revenez. Ouais, Et là, tu continues dans le e-commerce. Et c'est ça, donc au sein d'un institut de formation, hein, si je me trompe pas. ouais, exactement. Bah, c'est ma dernière expérience salariée. Alors, quand je rentre du Canada, je retrouve un job en 2, 3 semaines et en fait, je deviens responsable marketing digital et e-commerce d'un organisme de formation qui à l'époque fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et ça me permet de remettre un pied dans le e-commerce tout en développant une petite compétence autour de la création de contenu. Parce que bah, la création de contenu, enfin moi en fait tout au long de ces années j'ai appris à me spécialiser en référencement naturel, en SEO et en fait bah, au fur et à mesure j'ai mis le SEO au centre de l'ensemble de mes stratégies de développement en termes de marketing digital et de e-commerce et donc j'ai eu l'opportunité de mettre en place un peu plus de contenu, chose qui me manquait encore un petit peu à l'époque. Alors, Sébastien, tu fais bien là, parce que là, on fait une pause, parce qu'on est en 2017. Et effectivement, là, on a parlé, on va dire, de ton parcours côté CV, c'est-à-dire Ouais, effectivement tes expériences, tu le disais toi-même, salarié. Mais en fait, depuis le MBMCI, depuis 2012, tu as lancé un projet, alors on va dire perso, mais en fait qui ensuite va devenir, ouais, en tout cas, ta colonne vertébrale professionnelle. Tu lances un site qui s'appelle j'optimise-mon-site.fr. ouais. Et ce site, en fait, c'était un site de conseil. Voilà, c'était un site pour accompagner bah, tous ceux qui, bah, comme toi, hein, se posaient la question de se dire bah, comment je fais pour que mon site soit bien référencé, comment je fais pour générer du business à partir de mon référencement. C'est ça, Sébastien, le projet de j'optimise-mon-site.fr à la base. Alors, à la base, ça va encore plus loin que ça. C'est que le directeur et le directeur adjoint de l'époque du MBA, je crois que c'est la première ou la deuxième réunion qu'on fait avec toute la promo, nous parle de l'importance de mettre les mains dans le cambouis et d'essayer de tenter des choses, enfin de tenter des choses, de lancer un site, d'essayer de se créer des communautés, etc., etc. Et en fait, il nous incite à trouver le sujet qui nous intéresse et à essayer d'y aller. Et en fait, moi à l'époque, ce MBA, donc je prends des congés pour y aller et en plus je fais un crédit pour pouvoir me le payer. Donc, alors que j'ai fait toutes mes écoles, enfin toutes mes diplômes en alternance, donc du coup j'ai jamais payé d'école. Donc là je me suis dit, quitte à payer le meilleur diplôme en marketing digital, je fais un crédit mais si jamais je suis amené à le payer, comme je vais le payer, autant que je me mette à fond sur ce projet-là. Et en fait, à la fin du MBA, il faut faire une thèse pro, donc un recueil de tout sur un sujet précis pour démontrer notre capacité à creuser un sujet et à en devenir expert. Et en fait, moi, je décide de lancer un blog, effectivement, qui s'appelle J'optimise mon site, dans lequel, en fait, l'objectif de ce lancement de blog, c'est de faire en sorte que chaque semaine, je rédige un article, je le publie sur le site. Et en fait, à la fin de l'année, je ferai la concaténation de tous ces articles de blog et ça deviendra ma thèse.
Et en fait, c'est comme ça que j'ai fait ma thèse, c'est que je me suis tenu à rédiger un article par semaine sur des sujets parfois que je ne maîtrisais pas. Et en fait, pour pouvoir rédiger cet article, il fallait forcément que je creuse le sujet. Et c'est comme ça qu'en fait, petit à petit, je suis amené enfin, j'ai réussi à créer ma thèse, qui a fait que derrière j'ai une super note parce que effectivement, en fait, en travaillant régulièrement, moi j'étais plutôt la team dernière minute, tu sais. Ouais. Dans les 24-48 dernières heures, je bois 45 milliards de café ou de Red Bull et je rédige La tout. team adrénaline. Voilà, c'est ça, celle qui aime bien se faire peur. Et là, je me suis dit, bon, allez, comme c'est moi qui finance, eh ben, je vais le faire bien. Et en fait, je vais vraiment mettre les mains dans le cambouis. Et en fait, en lançant ce blog, eh ben, j'ai été obligé de faire du HTML. J'ai été obligé de m'intéresser au CMS WordPress, qui est un CMS maintenant qui tourne sur plus de la moitié des sites dans le monde. Et j'ai appris à rédiger. Alors, je te dis pas la tronche des premiers articles que j'ai publiés. Hein. On était clairement pas sur les. Et il n'y Sur avait les... pas d'IA générative. Hein. Il n'y avait pas d'IA générative à Ah non, l'époque. non. Hein. Ah non, non, je rédigeais tous mes articles moi-même et j'en faisais un par semaine parce que forcément c'était ultra chronophage. Les premières fois, je mettais quasiment une journée entière à rédiger l'article et puis plus ça allait, plus j'ai gagné en efficacité et en confiance. Et en fait, je me rendais compte que à la fin, mes articles, c'était surtout des problématiques que j'avais dans mon travail au quotidien. Et du coup, je me rendais compte que voilà, j'avais cette problématique. En plus, ça va bien dans ma thèse. Comment je fais pour y répondre. Et une fois que j'avais répondu ou que j'avais une idée de comment je pouvais y répondre, bah, je rédigeais l'article. Et en fait, en rédigeant l'article, j'étais obligé de structurer ma pensée, structurer mes idées, ce qui fait que le sujet, après, derrière, bah, je le maîtrisais beaucoup plus. Et voilà. C'est comme ça que j'optimise mon site est né. Donc ouais, on explique bien hein, que j'optimise mon site.fr, c'est parti from scratch, hein, ça n'existait pas, Ouais. c'est toi qui as créé, tu as acheté ton nom de domaine, tu as monté ton site sur WordPress, en fait tu as appliqué ce que tu as appris dans le cadre du MBA et on a beaucoup d'alumni et d'étudiants actuels qui nous parlent du hashtag même pas peur, toi qui est un petit peu le même pas peur Ouais. où t'es pas cap quoi, t'es pas cap de le Ouais. faire, t'es pas cap d'y aller et en fait toi Ouais. tu l'as fait et tu te retrouves donc à la fin du MBA, tu as lancé un blog qui commence à plutôt bien marcher. Il commence à se passer quelque chose quand même Ouais. à la fin de cette année, parce que tu as quoi? Tu as une cinquantaine d'articles, grosso modo, déjà. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai une cinquantaine d'articles, sauf que bah, en essayant de mettre en place toutes les bonnes pratiques que nous qu'avait pu nous inculquer Monsieur Yann Lemort, un illustre expert SEO qui On était le vraiment salue parce que c'est toujours l'enseignant ouais, l'enseignant attitré du SEO, génial. Yann. Bah, en tout cas, voilà, en essayant de mettre en place toutes les bonnes pratiques de Yann, et parfois, tu sais, j'avais même des questions et je contactais Yann directement sur Facebook ou sur LinkedIn pour lui poser mes questions, et à chaque fois, il prenait le temps de me répondre, et du coup, bah, petit à petit, en fait, chacun de ces articles a finalement commencé à prendre une place dans Google et à te générer du trafic. Et même si ma thèse était terminée, bah, j'avais déjà 200, 300 visites par jour sur le site. Bon, à l'époque, ça représentait entre 6 000 et 12 000 visites par mois ou 9 000 visites par mois. Et du coup, en fait, on se prend vite au jeu. On se prend vite au jeu et on essaye. Enfin, en gros, j'ai continué. J'ai continué après le MBA à traiter, à rédiger des articles sur J'optimise. Enfin, toujours un par semaine, parce que je ne pouvais pas faire plus, mais un par semaine répondant à des problématiques que je pouvais avoir dans mon métier. Et donc, en fait, je répondais à des questions que potentiellement d'autres marketeurs pouvaient se poser. Donc ça, c'était ton side project, à peu près Ouais, jusqu'en 2017. Sauf que le blog, là, dont on parle, qui, comme tu dis, faisait 6000 visites mensuelles, ce qui est déjà quand même considérable. Eh ben, en fait, il arrive à 100 000 visites par mois. ouais. Et là, c'est plus un side project, Sébastien. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est toujours quand même resté un side project, mais c'est devenu un side project qui était très rémunérateur. En gros, moi, j'avais mon métier quotidien de responsable e-commerce et responsable marketing digital. Une fois par semaine, je continuais à publier un article, sauf que bah, en identifiant des mots-clés qui avaient du potentiel, et puis à côté de ça, en commençant à avoir toujours plus de trafic, hein, parce que en gros, c'est monté crescendo hein, jusqu'à atteindre 100 000 visites par mois en 2017. J'ai été contacté ensuite par des annonceurs, donc des boîtes Eh qui oui. voulaient gagner en visibilité.
en mode Sébastien, est-ce que tu voudrais bien parler de nous, etc. Alors au début, ils t'offrent des licences pour leur outil ou ils te font des petits cadeaux. Et puis en fait, tu te rends compte que si tu grattes un peu, tu peux essayer de gagner un peu d'argent. Et puis après, il y a les Et programmes puis ils te d'affiliation. disent, et c'est ça, et puis ils te disent, est-ce que tu as une régie publicitaire aussi, hein? Oui, c'est ça, C'est c'est ça. ça. Et puis du coup, bah, en même temps, moi, j'étais passé par BFM TV et donc en ayant eu cette petite expérience chez BFM TV, enfin 3 ans quand même, mais j'ai appris aussi le monde. Enfin, j'ai découvert un peu le monde de la pub et tout ce que ça pouvait impliquer avec toutes les régies publicitaires que tu pouvais brancher sur ton site pour que ça soit de l'automatique, sans que tu aies besoin de faire du one-to-one avec les annonceurs. Moi, j'avais pas le temps. C'était un side project et donc du coup, l'idée c'était de faire en sorte que ça me rapporte de l'argent sans que j'en passe plus, sans que je passe plus de temps dessus. Et donc voilà, jusqu'à 2017, ça a bien grimpé. Et puis après, j'ai eu un peu plus de mal à l'alimenter, tout simplement parce que j'ai utilisé une partie de l'argent que j'ai gagné par ce site pour lancer ce qui est devenu mon main project. C'est ça, Mon, on y arrive. On y ouais, arrive. Donc, en fait, j'optimise mon site a servi de tremplin ouais, pour bah, effectivement ton activité actuelle. Donc, depuis 2019, effectivement, en fait, tu es le fondateur. Et on va dire même plus que le fondateur, parce que tu es aussi le rédacteur en chef, t'es le pilote d'un média qui s'appelle Culture RH. ouais, Et alors, Culture RH, là, par contre, au niveau des chiffres, ça explose complètement. J'optimise mon site. On est à 5 millions de pages vues par an. ouais, 20 000 abonnés à la newsletter avec un taux d'ouverture de plus de 35%. Je pense qu'il y ouais. a beaucoup d'éditeurs de newsletters qui aimeraient avoir un taux d'ouverture à plus de 35%. Mais c'est pas que ça, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Il y a plus de 100 000 abonnés sur LinkedIn. Il y a également un podcast, Culture RH, avec plus de 2000 écoutes par épisode. Et puis, bien sûr, un écosystème que tu as constitué d'acteurs RH, que ce soit chez les annonceurs, que ce soit du côté des agences, des cabinets de chasseurs de tête, etc., etc. Bref, c'est devenu un média de référence sur les RH. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en 2019, déjà, tu as décidé de te dire, euh, j'optimise mon site, je le mets un peu de côté pour me lancer à fond sur ce nouveau média? Parce que là aussi, tu as tout créé, hein. Tu as tout créé Ouais. de zéro. Ouais, ouais, bah à l'époque, Culture RH, c'était le clone de J'optimise mon site, c'était le même thème, la même manière de présenter. Il y avait, il y avait vraiment, j'avais repris ce que j'avais déjà fait, j'avais juste dupliqué. Mais alors, comment j'en arrive à monter Culture RH, sachant que je ne connais toujours rien en RH et que le sujet m'intéresse pas ou peu, c'est parce qu'en fait, dans cette dernière expérience de salarié en tant que responsable marketing digital et e-commerce, du coup, d'un organisme de formation, j'ai du budget. J'ai du budget pour faire de la com à propos de mes événements, de mes formations, de mon catalogue. L'idée, c'est de générer des leads qui peuvent être entrants pour faire en sorte que ces contacts puissent être utilisés par le service commercial. L'idée, c'est aussi de générer des ventes de formations directement sur le site en question. Et donc, j'ai un beau budget pour faire de la com. Et mon premier réflexe, c'est d'aller faire un benchmark, donc une analyse de la concurrence, ou en tout cas, quels sont les acteurs de l'actualité RH qui sont accessibles, disponibles gratuitement sur Internet. Et en fait, très vite, je me rends compte qu'il n'y a que 4 acteurs. Alors ça date de 2016, tu vois, 2016-2017. 2016-2017, je me rends compte qu'il n'y a que 4 ou 5 acteurs qui sont présents sur l'actualité, qui sont indépendants et qui sont spécialisés dans l'actualité gratuite à destination des professionnels RH. Et alors Alors du coup, là, moi, Sébastien, là, juste on redit, là, tu es toujours en fait responsable ouais, marketing et e-commerce de l'Institut de formation. ouais, Voilà, donc c'est dans le cadre de ces fonctions-là que tu fais ce bench et tu te rends compte que finalement, il n'y a que ces 4 acteurs qui se partagent le marché, mais un marché qui est en train d'exploser parce que ouais, en 2016-2017, il y a énormément de crédits publics sur la formation professionnelle, c'est la transformation des métiers, c'est la transformation des RH, etc., etc. Donc il y a un vrai sujet. ouais, tout à fait. Et alors justement, euh, en analysant, enfin moi, tu sais, en analysant ces 4 sites, mon premier réflexe, enfin, pour analyser ces 4 sites, pour savoir lequel des 4 est le plus gros, parce que quitte à contacter un site pour faire une campagne de pub sur celui-ci, autant aller tout de suite taper celui qui est le plus gros. Et en fait, Bien sûr. moi, je me plonge dans mes outils SEO de l'époque et je vais faire une analyse SEO de ces sites. Et je me rends compte qu'en fait, il n'y en a aucun qui a une véritable stratégie SEO. Il y a des contenus qui sont ni faits ni à faire, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de netlinking, enfin, il n'y a rien. Vraiment rien. Donc, bon, ok, surpris. Je me dis que ces sites-là doivent passer à côté
d'une certaine audience qui ne les découvre pas. Et alors je me dis, bon, peut-être que ils ont la capacité de créer en tout cas, ils ont créé des grosses communautés sur les réseaux sociaux et que derrière, ils vivent principalement de tout l'apport que peuvent leur amener les réseaux sociaux. Et en fait, je me rends très vite compte que sur les 4 acteurs, il y en a 3 qui sont quasiment inexistants en matière de création de communauté. Ils ont aucune communauté sur LinkedIn ou très très peu d'abonnés, tu vois. Pourtant, j'ouvre un nouvel onglet sur Google et je tape combien il y a de RH en France et je me rends compte qu'il y a un peu plus de 400 000 RH en France. Donc il y a 400 000 RH et la plupart ont 3 000, 4 000, 5 000 abonnés sur LinkedIn. Ouais. Et là, je me dis, attends, vraiment, comment ces sites-là génèrent du trafic? Il n'y a pas de SEO, il n'y a pas de community management. Donc, en fait, ils passent à côté de 2 leviers qui sont très, très importants pour créer de l'audience. Et donc, je me dis, bon, allez, laisse la chance au produit et je les contacte tous les 4 pour faire ma campagne de pub en mettant un petit budget. Et puis, comme tu peux l'imaginer, ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que ma campagne, par rapport au prix qui était demandé, n'a pas du tout été rentable parce que ces sites-là, n'ayant pas ou peu de trafic, du coup, n'ont pas foncièrement eu la capacité de m'apporter les leads ou le chiffre d'affaires que j'espérais avoir. Et donc, en faisant cette analyse-là, en tout cas, cette analyse-là, je l'ai gardée en tête. Je l'ai gardée en tête et en quittant ce job, je me mets à mon compte. Et en me mettant à mon compte, j'avais gardé l'idée en tête de lancer un site sur la thématique RH. Et en même temps, j'optimise mon site. Lui, il générait beaucoup de revenus. Et donc, je me suis dit, allez, j'utilise l'argent j'aurais pu utiliser l'argent de j'optimise mon site pour aller me dorer la pilule sur une plage, mais j'ai décidé de réinvestir cette somme dans le lancement d'un média spécialisé RH. Je ne savais à l'époque pas vraiment combien j'allais gagner, ni comment j'allais gagner d'argent, mais je savais qu'en créant une communauté de professionnels RH, naturellement, il y a des gens qui viendraient me voir pour afficher de la publicité sur mon site. Donc là, tu lances Culture RH. Ouais. Avec, bien sûr, tout ton savoir-faire et ton expérience de j'optimise mon site. Mais attention, c'est pas non plus qu'un site, on va dire, de marketing digital. Il y a aussi du contenu de qualité. Parce que tu sais que pour que ça fonctionne, il faut que tu dois d'abord un média et que tu apportes de l'information utile à l'audience que tu vises. Et là, comment tu fais, Sébastien? Parce que tu le dis toi-même, tu dis finalement, tu avais assez peu de notions en RH et à l'époque, en tout cas, d'intérêt pour la thématique. Donc, comment tu fais pour faire ce contenu de qualité? J'ai repris la stratégie que j'ai adoptée pour que j'optimise mon site. En fait, j'ai mis en place une véritable stratégie de référencement naturel parce que c'est mon expertise première aujourd'hui. Et donc, j'ai tout misé sur le référencement naturel sous le SEO, tout simplement parce qu'en plus, je savais que les concurrents principaux n'y étaient pas. Et donc, très vite, en fait, je me rends compte que moi, je suis pas capable de rédiger en RH. Or, pour pouvoir faire venir des gens sur ton site, il faut que tes articles soient très qualitatifs et faire en sorte que quand l'internaute lit ton article, il se dit « j'ai pas perdu mon temps, j'ai appris des choses ». Et donc, quand je te dis que j'ai utilisé l'argent de j'optimise mon site, c'est tout simplement parce que j'ai contacté des freelances, des experts RH qui étaient freelance avec des sites tels que Malte ou freelance.com, où en fait, tu as des experts. Il y a des experts en marketing digitaux qui proposent leurs services pour créer des campagnes sur Facebook Ads, etc. Mais tu as aussi des RH qui proposent de t'aider sur la réalisation de ta paye ou de t'accompagner sur ton plan de formation, etc. Et en fait, moi, je les ai contactés en leur disant, si tu veux, je sais pas si tu as vendu tous tes jours en termes de consulting, mais sur les jours que tu ne vends pas, je te propose de te payer pour rédiger des articles sur mon site. Et chaque article qui sera rédigé sera publié en ton nom, ce qui va favoriser en plus ta notoriété en ligne, ton e-réputation, ce qui va te permettre d'être plus crédible parce que tu seras publié sur un média spécialisé en RH. Donc là, déjà, tu es à la tête quand même d'une petite équipe. Alors, même si effectivement, c'est des freelances et des rédacteurs que tu viens chercher pour leur expertise, mais là, ça commence à devenir quand même costaud. Donc, comment tu fais pour gérer tout ça? Parce que donc, là, tu l'as dit, tu t'étais mis toi-même en indépendant pour pouvoir effectivement gérer le lancement de Culture RH, mais tu as encore J'optimise mon site, que me semble-t-il, tu vas vendre. Et donc tu vas peut-être nous en dire quelques mots parce que tu peux peut-être pas tout faire en même temps. Et puis Culture RH, ça
cartonne. Parce que là, j'ai donné les chiffres, mais aujourd'hui, tu es à la tête d'une entreprise. C'est-à-dire que Culture RH, c'est une petite entreprise. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu as basculé? Donc, on est en 2019, tu as lancé Culture RH, Ouais. ça commence à prendre très fort, tu as toujours J'optimise mon site à côté. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, comment te dire? Le jour où j'ai lancé Culture RH, j'ai complètement délaissé J'optimise mon site. Mais tu Fini pouvais le un pas. article par semaine. Et en même Ouais, ouais. temps, je pense que c'était parce que je pense que j'avais fait le tour avec J'optimise mon site. Et en D'accord. plus, il y a pas mal de gens qui, quand ils me croisent, ils me disent, mais pourquoi t'as pas continué sur J'optimise mon site? Tu avais déjà 100 000 visites par mois. Et en fait, pourquoi tu t'es embêté, entre guillemets, à aller dans un secteur que tu ne maîtrises pas du tout? Et en fait, l'analyse que j'ai faite, c'est que pour pouvoir me positionner dans les 3 premiers résultats de Google sur un mot-clé en marketing digital, bah, j'étais en compétition avec tous les autres experts qui connaissent aussi bien que moi les bonnes pratiques en Bien matière sûr. de rédaction. Et donc, en fait, pour pouvoir développer un blog encore plus important et potentiellement faire de l'agence, faire du conseil, faire de la formation en marketing digital, eh ben, en fait, il fallait que je fasse un effort qui était colossal parce que j'étais en compétition directe avec d'autres experts en marketing digital et en SEO. Et en fait, je me suis dit, ben voilà, l'ARH, c'est un secteur qui est encore sous-exploité par la thématique, dans la thématique SEO. Les articles, enfin, tous les médias en ligne sont absents n'ont pas de stratégie. Et donc, ça sera plus simple pour moi d'y aller. Et alors, du coup, comment arrive la bascule? Bah, je délaisse un petit peu, j'optimise mon site au profit de mettre toute mon attention sur Culture RH. Comme je maîtrise rien en RH, mes premiers articles, je les fais en utilisant des outils de référencement qui vont me permettre d'identifier des mots-clés sur lesquels ça peut valoir le coup d'aller se positionner. Je fais des erreurs parce qu'il y a des articles que j'ai publiés qui ne sont jamais positionnés. Et à côté de ça, je trouve, en fait, parmi les freelances auxquels je fais appel pour rédiger, je trouve une personne qui aurait envie de potentiellement arrêter de faire du consulting en RH, mais qui aurait envie de grimper en compétences sur le marketing digital. Sauf que cette personne, elle est RH à la base. Donc, en fait, elle a une capacité à savoir quel est le besoin des RH qui est hyper intéressant. Et en même temps, elle a envie de progresser sur tout ce qui est marketing digital, rédaction, etc. etc. Donc, cette personne-là est devenue une rédactrice experte sur Culture RH, et en même temps, c'est elle qui gérait la ligne éditoriale, parce qu'au début, c'était moi, mais très vite, je me suis rendu compte que pour qu'elle soit vraiment pertinente, il fallait que je mette un expert sur le sujet. Et ce qui a fait complètement exploser Culture RH, c'est l'année 2020. L'année 2020, vous vous rappelez tous, hein, l'année du Covid, l'année des confinements et autres. Et bah, là où plein d'activités professionnelles ont perdu énormément de chiffre d'affaires, et ben moi, ça a été une sacrée opportunité. Tout simplement parce que tu as à peu près 400 000 RH qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés avec des milliers de questions liées, par exemple, au chômage partiel et autres problématiques liées à ces confinements successifs et à leur métier qui était complètement bousculé par ce Covid, quoi. Et en fait, là, j'ai contacté tous mes experts un par un. Et tous un par un, je leur dis, dès que vous avez une question qui provient d'un RH qui vous est remontée, vous la traitez sous forme d'article. Je vous achète tous les articles que vous pourriez me faire sur une thématique autour du Covid. Et en fait, on a été les seuls. Ce qui est étonnant, c'est que les 4 autres médias spécialisés ont très légèrement parlé de Covid, ou en tout cas pas dès le début. Et alors que nous, dès le premier jour du confinement, message à l'ensemble des experts, dès que vous avez une idée de sujet, vous me l'envoyez par WhatsApp, je vous valide le sujet, mais je vous achète tous les articles à partir du moment où j'accepte vos sujets. Et en fait, alors que péniblement, je grimpais en audience, mais tu vois, ça faisait 6 mois que j'étais lancé. Au mois de janvier, j'avais 30 000 visites par mois. Alors, c'était déjà pas mal. Mais j'étais loin de ces 450 000 visites que je fais aujourd'hui, tu vois. Et en fait, en mars, le mois du confinement, je passe de 30-35 000 visites par mois à plus de 120. Et le mois d'après, 130, 150, 180, etc., etc. Et en fait, là où on a, je pense, eu un peu de chance, c'est que forcément, le Covid nous a généré une très grosse actualité autour de la thématique RH. Et en même temps, bah, j'ai su, je pense, saisir la balle au bon en achetant tous les articles qui répondaient à des questions qui venaient du terrain. Tu vois, mon article le plus lu à l'époque, c'est un truc tout bête, mais c'est
tu sais, pendant le confinement, après, ça a réouvert, mais les restos, eux, restaient fermés. Sauf que les salariés, eux, ils continuaient à recevoir des tickets resto, enfin des titres restaurants. Et en fait, il y a plein de salariés qui venaient voir le RH en disant, écoute, ça fait tous les mois que je les paye, enfin ça fait 3 ou 4 mois que je paye des titres resto avec des restos qui sont fermés. Donc qu'est-ce que j'en fais de ces titres resto, sachant que ça m'enlève du salaire, quoi. Et donc en Bien fait, sûr. l'article plus lu à l'époque, ça a été de dire, est-il possible de faire une pause ou voilà, comment réagir si un salarié vient vous voir pour vous demander d'arrêter ponctuellement ces tickets restaurants. Et tout ça, en fait, c'est des remontées terrain de la part des consultants formateurs qui, du coup, intervenaient de manière plus ou moins ponctuelle sur le média. Et donc là, c'est sûr que ton site, quand d'un mois sur deux, enfin d'un mois sur l'autre, il fait x3, x4 par rapport à son audience, on va dire moyenne, en fait, tu changes de catégorie. Tu parlais tout à l'heure de positionnement. Là, ton site, ça y est, en fait, tu le positionnes comme étant leader de son secteur, ou en tout cas de ses thématiques, et pour en revenir au SEO, de ses mots-clés. C'est ça, en fait. Oui, tout à fait. En fait, là, ce qui a permis le développement éclair de ce site, ce qu'il faut savoir, c'est que les concurrents existent depuis 10-15 ans, la plupart du temps. Mais c'est qu'en fait, on a répondu à des questions à travers les articles d'experts. On a répondu à des questions que les professionnels RH se posaient. Et en fait, grâce à ce SEO, derrière, on a réussi à commencer à créer une communauté. Et donc, j'étais sur des articles froids, c'est-à-dire des articles qui répondent à une question potentiellement qui n'est pas saisonnière. Oui. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, comment établir une fiche de poste. Ça, c'est une question que un RH peut se poser un peu partout dans l'année. Donc, du coup, j'avais du trafic régulièrement. Et au bout de 2 ans, je décide, comme il y a des rentrées d'argent qui arrivent via la publicité, parce que je commence à vendre de la publicité. Il faut dire que la première année, j'ai touché 0. Donc, j'ai investi beaucoup d'argent avec 0 € de revenus. Et là, je peux te dire qu'il fallait avoir les reins solides. Ouais. Et la foi, et la foi. Je sentais que ça évoluait, mais voilà, fallait continuer à investir. Et en fait, comme ces articles commençaient à générer du trafic, j'ai décidé d'investir dans le recrutement d'une journaliste experte en rédaction SEO aussi, qui elle a décidé, enfin en tout cas, on a défini ensemble l'objectif de publier des articles d'actualité, des articles de tendance, des brèves d'actu, un peu comme n'importe quel brève que tu peux trouver sur lemonde.fr qui relaie une tendance, un baromètre ou même un sondage. Quand il y a les présidentielles, il y a tout le temps des articles comme ça. Ouais. Et en fait, elle a commencé c'était de la veille RH. C'était un peu de la veille RH. La veille RH, exactement. Des articles chauds. Des articles chauds qui sont sur de l'actu pure et dure. Et en fait, cette actu chaude m'a permis ensuite de mettre en place une véritable stratégie de community management. Et là où j'avais beaucoup de trafic sur le site, mais encore des communautés assez balbutiantes, naissantes, le fait d'ajouter ces articles chauds m'a permis de commencer à développer une stratégie de community management que j'ai complétée une fois que j'ai recruté ma première salariée. Oui, c'est ça, parce que je disais que tu étais à la tête d'une entreprise. Attends, juste avant de continuer sur Culture RH, je disais tout à l'heure, donc j'optimise mon site, en fait, tu le vends. Alors, comment ça se passe quand on vend un site? Est-ce que c'est quelqu'un qui te contacte et qui dit, tiens, je suis intéressé? Est-ce que ça passe par je sais pas, est-ce que tu as une maison, tu vois, des enchères des sites? Alors, oui, ça existe, justement. Il y a des sites spécialisés dans la vente de sites internet. Moi, en l'occurrence, alors il y a vente de sites qui s'est renommé, là, je ne sais plus qui existe. Alors, attends, je retrouve le nom. Dealing Room, voilà, ça s'appelait à l'époque vente de sites. C'est devenu Dealing Room pour s'internationaliser. Et moi, je suis passé à l'époque par Dot Market. Et en fait, je me rends bien compte que depuis que j'ai lancé, en fait, j'ai vendu le site en mars de cette année, enfin en février de cette année. Donc en fait, c'est tout frais. Sauf que moi, le choix de vendre, il arrive courant 2023. Quand j'optimise mon site, recommence à générer beaucoup moins de revenus parce que au fur et à mesure de l'avoir délaissé, malheureusement, le référencement naturel du site a commencé à baisser. Et donc, je faisais de moins en moins de trafic, et faisant de moins en moins de trafic, les revenus générés par ce site étaient de moins en moins élevés. Et à côté de ça, j'avais la courbe de Culture RH qui, elle, explosait avec toujours plus de trafic et toujours plus de revenus. Et donc, se pose la question de la vendre. Donc, je contacte le site Dotmarket et là, ils te font une estimation de ton prix, de ton site. En fait, ils prennent l'antériorité de ton site, la qualité des articles dessus, combien tu génères de chiffre d'affaires, combien tu as de charges. Et donc, du coup, ils font un ratio sur la marge que tu génères. Et à partir de là, ils appliquent un multiplicateur.
x2, x3, x4, x5, en fonction de est-ce que tu es sur un sujet de niche, est-ce que tu es sur un sujet sur lequel il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent se vendre, ou est-ce que tu fais beaucoup de chiffre d'affaires, ou alors peu de marge. Enfin, tu vois, en fait, pareil, est-ce que tu as des belles communautés sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as des belles communautés en base de données d'abonnés email, etc., etc. Tout ça, en fait, va multiplier le multiplicateur de la marge annuelle que tu génères. Et donc, en fait, alors, je fais estimer ce site, sauf qu'entre-temps, j'avais un gars sur LinkedIn qui m'a contacté, franchement, 6 mois avant que je ai envie de vendre, j'optimise mon site. Et le gars me dit, salut, je suis tombé sur ton site, il m'intéresse, est-ce que tu serais prêt à le vendre? Et moi, dans la converse, je lui dis, non, merci de m'avoir contacté, mais j'ai pas prévu de vendre. 6 mois après, je prends la décision de vendre, GoToMarket fait l'estimation, et le même gars, 6 mois après, vient me voir et me dit, écoute, Sébastien, est-ce que je reviens à la charge, est-ce que tu as envie de vendre le site? Et comme moi, j'avais ça y est, décidé que ça y est, je me débarrassais de ce premier bébé parce que c'est le premier site que j'ai fait. C'est dur, c'est pas facile, bien sûr. Ouais, c'est ça. Il m'a permis d'acquérir une certaine indépendance financière, etc. Donc, en fait, il était intéressant. Enfin, il y avait un attachement forcément nécessaire à ce site. Et je lui dis oui. Et du coup, en fait, il me dit est-ce que tu as un dossier, etc. Et en fait, comme j'avais déjà préparé le dossier pour le mettre en ligne sur GoToMarket, je lui envoie le même dossier. Et lui, il me fait une proposition qui correspondait à l'estimation que j'avais en tête pour le site. Et donc, on s'est mis d'accord et on a vendu. Donc, voilà, je l'ai vendu. Alors, il y a les deux. Des gens qui peuvent te contacter et en même temps, tu as des plateformes spécialisées dans la vente de sites. Bon alors, ce site donc existe toujours, hein, vous pouvez aller le consulter, hein, c'est j'optimisebonsite.fr. On revient sur Culture RH et donc je disais que tu es à la tête d'une petite entreprise. C'est ça, parce qu'en fait, là tu nous disais, donc la journaliste que tu as responsabilisée sur Culture RH, en fait elle est salariée de ton entreprise. Oui, alors j'ai en septembre, on sera 4 salariés plus moi. Donc ça, Oui. on sera 4 salariés. Et à côté de ça, j'ai un commercial freelance qui, lui, est sur Paris. J'ai une responsable de l'éditorial RH qui est dans le nord de la France. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait quasiment 5 ans. En août, on est en août, donc ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Je ne l'ai jamais rencontré. Alors que c'est au téléphone tous les jours, voire au moins une fois par semaine, tu vois. Je ne l'ai jamais vu en vrai. Parce que moi, j'habite Bordeaux, elle habite dans le nord de la France, donc c'est pas toujours simple d'arriver à se croiser. Et donc, c'est la personne qui gère ma ligne éditoriale, alors même que on s'est jamais rencontré en physique, quoi. Et à côté de ça, j'ai à peu près entre 20 et 25 experts, tous du coup formateurs ou consultants RH, qui eux interviennent de manière plus ou moins ponctuelle sur Culture RH en étant rémunérés à la pige. Donc, une équipe de 4-5 personnes sur Bordeaux, et puis ensuite beaucoup de free qui interviennent plus ou moins de manière plus ou moins ponctuelle. Alors Sébastien, est-ce que tu peux nous partager peut-être quelques projets que tu aurais dans les prochains mois pour Culture RH, un peu en exclusivité? Alors, en termes de projets, forcément, il y en a toujours. Le fait est que en 2023, donc tu disais, on a fait un peu plus de 5 millions de pages vues. Donc aujourd'hui, tu vois, mon principal concurrent, il annonce 2 millions de pages vues. Donc ça veut dire que lui, il existe depuis 15 ans. Et en 5 ans, on fait 2 fois plus, 2 fois et demi plus de trafic que lui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que sur l'actualité gratuite, on est leader. Et donc, dans l'entrepreneuriat, parce que moi, je considère, et j'ai plein de copains qui sont entrepreneurs également, il y a 2 types de profils. Il y a ceux qui ont envie de casser un sujet, et donc du coup, qui identifient une problématique et vont créer un site pour essayer d'y répondre, ou créer une boîte avec un produit potentiellement qui va permettre de répondre à cette problématique. Et une fois qu'ils ont réussi à lancer ce projet et que ça tourne, eh ben, ils veulent passer à autre chose. Ils veulent identifier une nouvelle problématique pour ensuite, derrière, encore une fois, ce qui les intéresse, c'est l'exercice intellectuel, tu vois, de dire, OK, j'ai identifié qu'il y avait ce besoin-là, comment je vais toucher ma cible, comment je la fais venir sur mon site et comment je lui fais faire, ce que j'aimerais qu'elle fasse. Le deuxième profil d'entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs qui, eux, vont plutôt prendre une boîte déjà existante, qui fait déjà du chiffre, mais qui plafonne un peu, et qui, par contre, vont la faire exploser en développement de nouveaux produits, de nouveaux projets, etc., etc. Et ben moi, je pense que je suis le premier profil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Culture RH, j'ai cassé le sujet.
entre guillemets, tu vois. On est leader sur le marché. Aujourd'hui, j'ai vendu tous les emplacements publicitaires que je pouvais vendre. Je ne peux plus rien vendre d'ici fin d'année, j'ai tout vendu. Et donc, en plus, en termes d'audience, bah, si on continue, le temps joue pour nous, on va continuer à progresser. En termes de communauté, on va continuer à progresser. Mais en fait, maintenant, moi, je m'ennuie. Ça peut paraître un peu prétentieux, mais ça n'est pas du tout. C'est qu'en fait, dans mon travail au quotidien, j'ai besoin d'avoir des stimulations pour essayer de dire, OK, je veux aller toucher cet internaute-là, comment je vais le toucher? Est-ce que je dois le toucher sur les réseaux sociaux? Est-ce que je vais le toucher sur des marketplaces? Est-ce que je vais le toucher en SEO, etc., etc. Et là, maintenant que je sais comment aller toucher une audience RH, eh ben, j'ai envie d'aller découvrir une nouvelle audience. Donc, en fait, tu me demandes quel serait mon projet. Bah, la suite logique voudrait que je revende Culture RH. Oui, alors attention, hein, on dit bien que c'est pas ce que tu as prévu, mais on comprend bien que tu es ouvert peut-être à d'autres challenges, parce que tu Exactement. marches au challenge. Et attention, hein, c'est pas non plus, tu changes pas d'idée toutes les semaines, hein. Là, ça fait Ça fait 5 5 ans. ans, tu vois, 5 ans, c'est quand même costaud. J'optimise mon site. C'était aussi un cycle, tu vois, d'un peu plus de 7 10 ans, ans. hein, tu vois, puisque Ah, plus de 10 ans. Hein. tu vois, Enfin, 10 ans, ouais. Oui, non, mais si on considère, tu vois que bon, oui, effectivement, tu, c'était tu l'as vendu 5-6 au ans avant printemps. que je le délaisse un petit peu, ouais, tout à fait. Donc il y a une forme de logique. Bon, on arrive à la fin de ce webinaire, et donc on va revenir sur le MBMCI. Et donc j'ai Ouais. quelques petites questions à te poser en lien avec le chat. Euh, alors, en quoi le MBMCI t'a-t-il aidé à atteindre tes objectifs? Alors, même si tu l'as effectivement déjà expliqué, mais là, on va dire, tu vois, rétrospectivement, donc ça fait bientôt 12 ans que tu as quitté le MBA. Voilà, en quoi cet état d'esprit MBMCI, en quoi cette formation t'a aidé à être là aujourd'hui? Euh, je pense que le MBA MCI m'a donné envie de creuser. Enfin, en fait, m'a ouvert le champ des possibles sur ce qui était possible de faire en marketing digital. Moi, j'arrivais d'une expérience chez Rue du Commerce où j'étais très e-commerce. Et en fait, la diversité des cours proposés au sein du MBA m'a permis de me rendre compte qu'en fait, il n'y avait pas que du e-commerce pour gagner de l'argent sur Internet et qu'il y avait d'autres manières de développer une activité potentiellement rentable sur Internet. Et en fait, cette ouverture au champ des possibles m'a donné envie d'aller ensuite visiter, enfin en tout cas rencontrer le monde de la publicité, etc., de creuser ces sujets-là. Donc ça m'a ouvert une certaine curiosité digitale et un champ des possibles. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, euh, bah, le fait de mettre en application les cours via ce blog m'a permis tout simplement de mettre en application et donc de progresser plus vite que quelqu'un qui potentiellement se contentait entre guillemets d'aller faire des cours quoi. Et en fait, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans la promo, il y en a beaucoup, enfin il y en a quelques-uns qui ont réussi à mettre en place des choses. Je pense à Jonathan Chan, par exemple, lui a créé une énorme communauté sur Twitter, sur LinkedIn, où je pense à Alice Deschamps, qui elle avait lancé un blog aussi quelques semaines après moi, qui s'appelait Mon client digital, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ces personnes-là se sont très vite fait reconnaître pour leur expertise. Et donc, je pense que déjà le MBA, c'est une marque, c'est un nom. Et donc, en fait, je pense que la barrière du CV, tu la casses assez vite grâce à ce diplôme qui commence à être vraiment très reconnu. Et le deuxième, c'est que ça t'ouvre une diversité de champs qui, si en plus tu les creuses, peuvent te permettre d'acquérir très vite des compétences qui ensuite se revendent très très bien sur le marché du travail. Bah, écoute, très bien. Merci Sébastien. Euh, Est-ce que tu peux nous partager peut-être un souvenir de ta promo? Alors, effectivement, tu nous as parlé de quelques alumni, mais est-ce que tu vois, tu as vraiment un souvenir marquant, peut-être d'un cours, d'un enseignant ou d'un exercice que tu as pu avoir à faire? Alors ça commence à dater. Je t'avoue que depuis que j'ai un petit bébé maintenant de 18 mois, et en fait depuis qu'il est là, je t'avoue que ma mémoire décide de faire des filtres et des trucs. Donc Non, mais c'est vrai que tu nous as parlé de Yann Lemort, donc qui est ouais, un des intervenants emblématiques ouais. en SEO. La thèse Non. professionnelle, est-ce que la thèse professionnelle c'était difficile? Parce que ça, c'est une question que nous posent beaucoup d'étudiants. Parce que c'est vrai que c'est le fil rouge, hein, de l'année, hein. Est-ce que toi, tu trouves que c'est un exercice difficile, la thèse professionnelle? Comme je l'ai fait avec mon blog, au final, je l'ai travaillé au fur et à mesure. Donc ça n'a pas été difficile parce que j'ai pris le temps.
Et d'ailleurs, c'est un des conseils que je donnerais à ceux qui vont faire le MBA MCI, c'est de travailler régulièrement. Enfin, en tout cas, de très vite identifier un sujet sur lequel vous avez envie de creuser et du coup, de le travailler régulièrement et de ne pas attendre le dernier mois ou les 2 derniers mois parce qu'en fait, plus tu vas te nourrir et te former à ce sujet-là, plus en fait tu vas petit à petit devenir expert et ta thèse n'aura pas du tout le même impact et ne t'ouvrira pas les mêmes portes. Une thèse pro qui est rédigée sur de la durée, forcément, elle est hyper quali et il y en a qui ont réussi qui ont publié leur thèse sous forme de bouquin. C'est vrai, tout à fait, qui ont été édités. Tu as tout à fait raison. Exactement. Parce qu'en fait, ils ont travaillé leur thèse dans la durée. Ce qui fait que, de toute façon, quand tu apprends à faire du ski, c'est pas dès que tu commences le ski que tu deviens expert, c'est au fur et à mesure que tu pratiques. Et en fait, c'est exactement le même fonctionnement avec la thèse. Donc, si tu me demandes un souvenir qui m'a marqué, c'est le premier jour de la promo. Enfin, le premier jour, quand je suis arrivé dans la promo, on devait être 30, 35, un truc dans le genre, peut-être dans la promo. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais l'un des plus jeunes. À l'époque, j'avais 22 ans, 23 ans. Et en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est que ça a fait un petit tour de table pour savoir qui est qui, etc. et les motivations à faire le MBA. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que j'avais des pointures dans ma promo, quoi. J'avais des directeurs, des responsables qui, du coup, étaient souvent soit bloqués au niveau professionnel parce que ils n'avaient pas le bon diplôme ou qu'il leur manquait cette brique digitale et qui, du coup, vous faisaient le diplôme pour développer une compétence en marketing digital ou avoir le diplôme qu'il leur fallait pour atteindre des postes supérieurs. Et donc, je me suis rendu compte que moi, du haut de mes 22 ans, j'étais personne et que j'avais une promo de haut niveau, quoi. Donc, il y avait forcément aussi d'autres petits jeunes, il y avait des reconversions professionnelles. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'était la pluralité des profils et avec des profils qui étaient, pour certains, assez plus, quoi. Voilà. Bon, super. Écoute, encore un grand merci, Sébastien. Tu l'as dit, il y a très certainement dans les gens qui nous écoutent. Alors là, effectivement, on est en direct, mais ensuite, ce sera disponible en replay sur la chaîne YouTube du MBMCI et aussi dans le podcast du MBMCI Let's Go Digital, donc qui t'écouteront après coup. Et donc on a des candidats. Effectivement, on a des gens qui vont nous rejoindre peut-être en octobre, parce qu'on a une rentrée en octobre et puis également en février. Quel est peut-être le conseil que tu peux leur donner avant de rejoindre la formation? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait travailler de leur côté ou peut-être sur l'état d'esprit? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces candidats et candidates? Il y a eu tu disais le hashtag la même pas peur. Ouais. Moi, j'ai déjà donné le conseil d'utiliser la thèse comme un tremplin et donc de la travailler régulièrement. J'ai déjà évoqué le fait qu'il faut trouver le sujet qui vous intéresse et le creuser après les cours, parce que en fait, c'est tellement dense qu'on n'a pas la capacité de tout voir. Donc ça, c'est le deuxième conseil vraiment important, de trouver le ou les sujets et d'en devenir expert. Et le vrai conseil que je peux donner, et avec J'optimise, je ne peux que dire ça, c'est de se mettre les mains dans le cambouis, en fait. C'est de lancer un blog, c'est d'essayer de créer une communauté sur les réseaux sociaux, c'est d'essayer de créer des contenus design. Tu vois, en fait, il n'y a pas foncièrement besoin d'aller sur le marketing digital. Par exemple, tu peux décider sur ton propre profil LinkedIn d'aller créer des infographies avec Canva pour les partager sur ton profil et petit à petit démontrer une certaine expertise du sujet sur lequel tu es. En fait, voilà, moi, ce que je pense que ce MBA, il permet d'ouvrir le champ des possibles et d'ouvrir la porte. Maintenant, c'est à toi ce que je peux conseiller, c'est de la franchir, c'est d'oser la franchir en se lançant sur le réseau qui intéresse le plus, soit un réseau social, soit un site en lui-même, sur de la vidéo, sur de l'écrit, sur un podcast. Tu vois, même lancer son propre podcast en faisant intervenir. Tu vois, aujourd'hui, lancer son propre podcast, ça doit coûter 20, 25 euros par mois. Ouais. L'investissement, il est pas énorme. Si en plus, derrière, ça te permet d'aller rencontrer des personnes expertes d'un sujet pour toi te nourrir de leur expérience et de leur expertise, et en même temps, de mettre les mains dans le cambouis et de dire, je sais créer un podcast, faire la promo de ce podcast, le montage, etc., etc. Enfin, tout ça, c'est ce qui va permettre ensuite d'utiliser ce diplôme associé à une compétence que tu auras développée tout au long de ce MBA MCI. Même pas peur, quoi. Exactement, et ne pas hésiter à se lancer. Je repenserai toujours à Lise Deschamps qui avait peur
de lancer son blog. Et très, très vite, en fait, elle s'est rendue compte que c'était amusant et que ça lui apportait une crédibilité, une visibilité qu'elle n'aurait jamais imaginé. Pas mieux, Sébastien. Vraiment, on te remercie une nouvelle fois d'avoir pris ce temps pour nous partager ton expérience, ton parcours très riche. Voilà, c'est très dense, mais je trouve que voilà, tu fais partie des success stories de notre formation. J'ai dit qu'on a 2500 alumni, ça fait 25 ans qu'on existe, et donc c'est toujours un plaisir de voir qu'il y a des femmes et des hommes comme toi qui ont réussi en tout cas à prendre le nectar et la quintessence du MBA pour mais ensuite les appliquer dans leur propre vie professionnelle et réussir comme c'est ton cas. Donc on te dit à bientôt. À bientôt. Merci Louis de m'avoir accueilli. C'était top. Et donc, on vous dit à bientôt donc avec le MBMCI. Chaque mois, donc il y a un témoignage alumni, comme c'était le cas aujourd'hui avec Sébastien. Donc, on se retrouve en septembre pour le prochain. Et puis, il y a également régulièrement des talks MBMCI, donc autour de thématiques du marketing digital. Donc, le prochain sera fin août et également les masterclass du MBMCI. Donc, les masterclass du MBMCI dont on vous partage, alors pas toutes, mais en tout cas, on vous en partage certaines parce que là, bien compris, le web, c'est l'économie du partage. Donc nous on est là pour partager et puis c'est donnant. Hein. Je pense que vous l'avez bien compris avec le témoignage de Sébastien aujourd'hui. À bientôt et on vous souhaite un bel été. Merci à tous.